Ils ont empoisonné une ville entière pour gagner une élection. Pas une métaphore, pas un film. C'est arrivé aux États-Unis en 1984. Et pendant plus d'un an, personne, ni les médecins, ni la police, ni le gouvernement fédéral, n'a compris ce qui s'était vraiment passé. 751 personnes ont été terrassées en quelques jours. Des familles entières clouées au sol, incapables de se lever. Et derrière tout ça, une femme au sourire parfait, dans une commune isolée de l'Oregon, qui regardait les résultats tomber comme si c'était le plan le plus normal du monde. Alors laisse-moi te poser cette question, et j'ai besoin que tu y réfléchisses vraiment. À quoi ressemble le mal quand il porte une robe orange et parle de spiritualité? Pour comprendre ce qui s'est passé à Dedal en septembre 1984, il faut comprendre ce qu'était l'Oregon à cette époque. Pas l'Oregon des cartes postales, pas celui des publicités de randonnée avec ses forêts vert émeraude et ses rivières de cristal. L'Oregon réel. Celui du Wasco County, dans le nord de l'État, une région sèche, presque désertique par endroits, où les collines pelées se découpent sous un ciel immense, bleu acier l'été, gris plomb l'hiver. De Dalles est une petite ville de 25 000 habitants au bord de la Columbia River. Elle a ce charme un peu figé des villes de l'Amérique profonde, des dîners avec des banquettes en vinyle rouge, des pharmacies qui servent encore des milkshakes au comptoir, des parkings déserts le dimanche matin. Les gens se connaissent. Les familles traînent des racines qui remontent à 100 ans. C'est une communauté fermée, fière, attachée à ses traditions et à ses repères. Et c'est précisément pour ça qu'ils n'ont pas vu venir ce qui allait les frapper. À 70 kilomètres de là, dans les collines de la Muddy Creek Valley, quelque chose d'entièrement différent avait poussé. En 1981, les followers d'un gourou indien nommé Bhagwan Sri Rajneesh avaient racheté le Big Muddy Ranch, 21 000 hectares de terre aride, et avaient commencé à construire. Pas juste une communauté, une vraie ville, avec routes goudronnées, hôtels, aéroports privés, restaurants, police armée, journal et chaîne de radio. Ils l'avaient appelé Rajneeshpuram. Les Rajneeshis portèrent des vêtements dans les teintes du coucher de soleil. Rouge, orange, ocre, magenta. Ils croyaient en un cocktail explosif de mysticisme oriental, de psychologie New Age et de liberté sexuelle radicale. Le Bhagwan leur parlait d'amour universel depuis le siège de sa Rolls-Royce. Il en avait 93. Les adeptes venaient du monde entier. Des médecins, des avocats, des professeurs, des gens cultivés, instruits, qui avaient tout quitté pour venir vivre dans ces collines pelées de l'Oregon, en portant des malas rouges autour du cou. Au début, les habitants de The Dalles les regardaient avec une méfiance polie. Ces gens étaient bizarres, certes, mais l'Amérique a toujours eu ses communautés alternatives. Et puis les Rajneeshis avaient de l'argent, beaucoup d'argent. Ils payaient à leurs impôts, ne causaient pas de problèmes visibles. Alors on les laissait tranquilles. Mais sous la surface, quelque chose grondait. Les conflits avec les autorités locales s'accumulaient. Les permis de construire refusés, les batailles juridiques qui s'enchaînaient, les tentatives de la commune de s'agrandir qui se heurtaient aux règlements du comté. Et derrière le Bhagwan, mystique, lumineux, presque absent de la gestion quotidienne, il y avait une femme d'une intelligence redoutable, d'une ambition sans plafond, et d'une froideur que même ses proches peinaient à soutenir. Elle s'appelait Ma Anand Sheela, secrétaire personnelle du gourou. Son bras droit, sa voix dans le monde réel. Et c'est elle, et elle seule, qui allait tout faire basculer. Pas le gourou dans sa Rolls, pas les milliers d'adeptes en orange. Elle et personne d'autre. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi et laisse un like, ça m'aide vraiment. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. L'élection du Wasco County de novembre 1984 semblait, de l'extérieur, une affaire locale sans grande importance. 2 sièges à la commission du comté. Des candidats dont personne en dehors de l'Oregon n'avait entendu le nom. Mais pour Sheela, cette élection représentait quelque chose de vital. Si les Rajneeshis plaçaient leurs candidats, ils contrôleraient les décisions du comté, les permis, les routes, les règlements. Ils feraient de Rajneeshpuram une ville légalement souveraine sur ses terres. Le problème, c'est que les Rajneeshis n'étaient pas assez nombreux pour peser dans les urnes. Alors Sheela avait conçu un plan en 2 volets. Premier volet, faire venir des milliers de sans-abri de tout le pays via le Share a Home Programme pour gonfler leur base électorale. Des bus avaient sillonné les grandes villes américaines.
Mais ces recrues ne pourraient jamais satisfaire les exigences légales de résidence à temps. Le plan A tombait à l'eau. Alors Sheila passa au plan B. Et le plan B était quelque chose que même les agents du FBI, 20 ans plus tard, auraient du mal à croire qu'on avait pu y penser. Il fallait que suffisamment d'électeurs locaux soient trop malades pour aller aux urnes le jour du scrutin. Pas tués, juste paralysés. Juste assez de personnes, juste assez longtemps. Un calcul arithmétique froid appliqué à des corps humains. Dans les laboratoires médicaux de Rajneeshpuram, une poignée d'adeptes ayant des formations scientifiques avaient obtenu des cultures de Salmonella typhimurium, une bactérie responsable d'intoxications sévères mais rarement mortelles, en passant commande comme si c'était pour des recherches. Personne ne les avait regardés de trop près. C'était 1984. Le bioterrorisme n'était pas un mot qui existait dans le vocabulaire commun. Le mois de septembre 1984 à The Dalles avait été beau. Un de ces automnes de l'Oregon où l'air est encore doux, mais où la lumière a déjà cette qualité mélancolique. Les restaurants étaient à un plein les week-ends. Les habitants vivaient leur vie ordinaire avec cette tranquillité qu'on ne remarque que quand elle disparaît. Le premier cas est arrivé un mardi. Un rancher d'une 50aine d'années s'est réveillé avec des crampes violentes, a cru à un repas qui n'était pas passé. Il s'est couché tôt, a bu de l'eau, a attendu que ça passe. Ça n'a pas passé. Le lendemain matin, sa femme appelait les urgences. Aux urgences du Mid-Columbia Medical Center, les médecins ont noté le cas sans lever de drapeau. Un patient. Ça arrivait. Mais le lendemain, il y en avait 3 autres, puis 7, puis 12. Dès la fin de la première semaine, quelque chose d'étrange était devenu impossible à ignorer. Tous les patients présentaient les mêmes symptômes. Diarrhée explosive, vomissements, fièvre, douleur abdominale intense. Et presque tous pouvaient relier leur malaise à un repas pris dans un restaurant de The Dalles. Pas le même restaurant, des restaurants différents, mais la même chronologie, la même violence des symptômes, la même progression. Une infirmière, Carol Vesper, racontera plus tard. On avait l'habitude des intoxications alimentaires ponctuelles, une fête de famille, un buffet suspect. Mais là, c'était comme si la ville entière s'effondrait en même temps. Elle avait signalé l'anomalie. Son responsable avait conclu à des pratiques sanitaires défaillantes. Les inspecteurs avaient trouvé quelques manquements mineurs et conclu à une série de coïncidences malheureuses. Pendant ce temps, dans les coulisses de Rajneeshpuram, le gang de Sheila continuait son travail. Il se déplaçait en voiture jusqu'à The Dalles, entrait dans des restaurants, commandait parfois quelque chose, parfois pas. Ils avaient développé une méthode d'une efficacité terrifiante. Des petits flacons tenus dans la paume, vidés sur les buffets, les salières, les distributeurs de boissons, pendant les quelques secondes où personne ne regardait. Le Taco Time fut le plus sévèrement touché, un fast-food banal où les familles s'arrêtaient après le sport le samedi. Puis ce fut le Shakey's Pizza, le Sizzler et d'autres encore. En tout, 10 restaurants ciblés en quelques semaines. Les symptômes commençaient entre 6 et 48 heures après le repas. Nausées d'abord, puis crampes par vagues de plus en plus violentes, puis vomissements et diarrhées si sévères que certains ne pouvaient plus se lever seuls. 45 personnes durent être hospitalisées plusieurs semaines. Personne ne mourut, mais plusieurs passeront très près. Une femme de 62 ans dira « Je ne peux pas t'expliquer la douleur. J'ai connu des opérations chirurgicales qui faisaient moins mal. Et ce qui était le pire, c'est qu'on ne savait pas. Les médecins ne savaient pas. Et quand les médecins ne savent pas, ça fait peur. Ce n'était pas une opération improvisée. C'était un plan méthodique, documenté, discuté en réunion, avec des objectifs chiffrés. Sheila tenait ses réunions dans le bunker, une salle insonorisée à Rajneeshpuram, où l'on parlait en termes froids, presque cliniques. Combien de personnes atteintes? Dans combien de restaurants? Quel impact estimé sur les électeurs du comté? Il y avait une liste, un calendrier, une chaîne de responsabilité. Il y a un moment dans cette histoire qui me hante particulièrement. Imagine une gamine de 8 ans qui mange une salade au buffet avec ses parents un samedi soir. Elle choisit les petits croûtons, les tomates cerises. Elle dit que c'est son restaurant préféré parce qu'il y a le choix. 2 jours plus tard, elle est à l'hôpital, déshydratée, sous perfusion, qui pleure parce qu'elle a trop mal pour dormir. Ses parents ne comprennent pas ce qui s'est passé. Le médecin ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Et à 70 km de là, dans une salle insonorisée, des adultes en robe orange vérifient sur un tableau si l'opération se passe comme prévu. Ce contraste,
la banalité d'une salade un samedi soir et la froideur calculée d'un comité qui a décidé que cet enfant pouvait tomber malade pour leur élection. C'est peut-être la chose la plus terrifiante dans toute cette histoire. À la fin septembre, le nombre de malades dépassait les 700. Les CDC d'Atlanta envoyèrent une équipe d'épidémiologistes. Ils confirmèrent la Salmonella typhimurium et un lien clair avec plusieurs restaurants. Mais leur conclusion publique fut que la contamination résultait de mauvaises pratiques sanitaires. Pas de terrorisme, pas d'intention criminelle, un accident, et les Rajneeshis regardaient et attendaient, en silence, confiants. Ça n'a finalement pas suffi. L'élection de novembre 1984 ne se déroula pas comme Sheila l'espérait. Ses candidats perdirent, la ville avait souffert. Mais elle avait tenu. Le plan avait été lancé trop tôt, les gens avaient été guéris, et le jour du scrutin, les électeurs votèrent selon leurs convictions habituelles. Sheila, impassible, passa à d'autres stratégies. Écoute illégale. Tentative d'assassinat contre le procureur général de l'Oregon. Tentative d'empoisonnement contre le médecin du Bhagwan. La spirale s'accélérait, comme si chaque échec appelait une réponse plus extrême. Ce fut le Bhagwan lui-même qui déclencha la chute de Sheila. En septembre 1985, un an exactement après les empoisonnements. Il convoqua une conférence de presse et accusa publiquement son bras droit d'une longue liste de crimes. Le gourou, pour sauver sa peau, livrait sa servante la plus fidèle. Les enquêteurs qui pénétrèrent dans la commune firent des découvertes stupéfiantes. Un laboratoire clandestin équipé pour produire des agents biologiques. Des milliers d'heures d'écoutes illégales. Des preuves de manipulation électorale et de tentatives d'assassinat. Et, au fond de tout ça, les traces du plan d'empoisonnement de septembre 1984. C'était la première attaque bioterroriste délibérée de l'histoire des États-Unis. Sheila avait quitté les États-Unis quelques jours avant les perquisitions, disparaissant en Allemagne, puis au Maroc, avec des valises d'argent liquide. Elle fut retrouvée, extradée, et plaida coupable en 1986 à des charges incluant tentative d'assassinat, écoutes illégales et atteinte à la santé publique. Condamnée à 20 ans de prison. Libérée après 29 mois. Elle s'installa en Suisse, où elle dirigea une maison de retraite pendant des années, menant une vie tranquille que ses anciens voisins de Teddals trouveraient obscène. Le Bhagwan fut expulsé des États-Unis et mourut en 1990 en Inde, sans avoir jamais répondu de ce qui s'était passé dans l'Oregon. Pourquoi a-t-il fallu un an avant que la vérité soit connue ? En 1984, le bioterrorisme n'était pas un scénario que les autorités sanitaires préparaient à détecter. On cherchait des bactéries, des températures de conservation, des mains pas assez lavées, pas des flacons portés dans des paumes. Cette lacune dit quelque chose de fondamental sur la façon dont on protège une société. On se prépare toujours aux menaces qu'on a déjà vues. Et les menaces vraiment nouvelles arrivent par les angles morts. Voilà ce que cette histoire dit vraiment. Elle dit que le fanatisme n'a pas de visage unique. Il parle parfois d'amour universel, en portant des teintes orangées, et commande des cultures bactériennes entre deux séances d'hygiène de méditation. Il dit que l'intelligence et l'éducation ne protègent pas contre la dérive. Les adeptes de Rajneeshpuram avaient des diplômes, avaient lu des livres et avaient quand même suivi une femme jusqu'à l'empoisonnement d'une ville entière. La première attaque bioterroriste de l'histoire américaine fut commanditée pour faire élire 2 conseillers de comté dans une région que la plupart des Américains n'auraient pas su localiser sur une carte. La disproportion entre le moyen, un complot biologique organisé pendant des mois, et l'objectif, 2 sièges dans un comté, dit tout sur la façon dont la pensée sectaire détruit le sens des proportions. Pense à cette femme de 62 ans qui croyait mourir dans sa salle de bain de The Dalles. Elle n'était qu'un chiffre dans un tableau, qu'un électeur à neutraliser. Est-ce que Sheila, depuis sa retraite en Suisse, pense parfois aux 45 personnes hospitalisées, aux 750 et qu'une vie dévastée ? Est-ce qu'elle se souvient de la petite fille et des croûtons dans la salade ? Et surtout, parce que c'est la question qui me reste, la nuit quand j'y repense, combien de fois ce plan a-t-il failli fonctionner ? Combien de fois, dans combien d'endroits que tu ne soupçonnes pas, quelqu'un a-t-il regardé autour de lui, fait un calcul froid, et décidé que ta vie valait ce risque-là ? La ville a guéri. Les restaurants ont rouvert. Rajneeshpuram n'existe plus. Mais il y a quelque chose qui ne disparaît pas vraiment. Tu te souviens de cette petite phrase au début ? À quoi ressemble le mal quand il porte une robe orange et parle de spiritualité ?